Éric Duhem, bienvenue au Altitude 737, dans nos rencontres au sommet. On ne peut plus. Merci. Je pense que d'avance, il faut admettre qu'on n'est peut-être pas d'accord sur grand-chose dans la vie politique, l'analyse de la politique au Québec. C'est toujours intéressant d'avoir des débats avec des opinions qui sont un peu différentes. On entend souvent ça, le Québec est le plus à gauche, puis le Québec est le plus mal pris. Or, quand on regarde, notamment, il y a le blog de Jean-François Lisée de l'Actualité qui... de temps en temps, dit, ça va pas si mal ici. Puis avec la crise, elle a frappé moins durement au Québec. Donc, ce choix-là d'être peut-être un peu plus solidaire et un peu moins individualiste, il nous a peut-être servi. La dernière crise vous a pas mis un bémol dans vos idéaux? Sans nécessairement donner les chiffres, il faut quand même porter un constat global sur la situation au Québec. On est de loin l'État qui est le plus endetté sur le continent au niveau de la dette publique. On est le plus taxé. Parce que quand on tient compte des actifs aussi, ça oui, mais les actifs, mais j'ai rarement vu un gouvernement qui vend les poteaux de lumière ou qui privatise les rues. Là. Donc, il y a quand même, oui, il y a des actifs, mais c'est quand même une dette à long terme pour les générations futures. Après ça, on est quand même les plus syndiqués du continent. On est quand même ceux et celles donc, qui font le plus d'efforts pour le gouvernement. Et on est ceux aussi qui sont dans le peloton de queue au niveau de la richesse. Là, quand même, quoi qu'on dise, là, au niveau du revenu moyen, les Québécois font partie là, des 3-4 États sur les 60 en Amérique du Nord les plus pauvres. Évidemment, si on n'a pas la même lecture sur la société, ce qui arrive, moi, je suis curieux de savoir d'où tu viens pour en arriver à avoir ces préoccupations-là qui sont à l'avant-plan dans ta vie. Toi, tu étais à l'IADM, tu es au Journal de Montréal comme chroniqueur. D'où ça te vient? Est-ce que tu viens d'une famille riche? Non, pauvre? Non, pas du tout. Ma mère était chauffeur d'autobus. Mon père travaillait sur la construction, donc je pense pas qu'on peut qualifier ça comme des gens qui étaient très riches. Mais ce qui m'a fait, moi, changer, parce que je suis comme tout le monde, je suis né dans un Québec là, dans les années 70 où tout le monde, il y avait un consensus à gauche, puis où on se divisait entre des oui puis des non. Je viens d'une famille plus souverainiste, donc je viens de la famille bleue, alors que, bon, il y avait tout ce débat-là qui a divisé la société pendant très longtemps. Et j'ai même étudié, j'ai fait mes sciences politiques, j'ai fait ma maîtrise à l'École nationale d'administration. Je rêvais d'être un fonctionnaire quand j'étais jeune. Et j'ai changé quand j'ai commencé à réaliser... Moi, ce qui m'a interpellé en tant que citoyen, c'est l'iniquité entre les générations. C'est le jour où je me suis rendu compte que le gouvernement, plus il était gros et plus il jouait contre l'avenir du Québec. Et quand j'ai vu que chaque citoyen qui nous écoute, là, tout le monde qui a 40 ans et moins au Québec, on va payer en moyenne 200 $ de plus en taxes et en impôts que ce qu'on va recevoir en services publics. Moi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, ça marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au Québec. On ne peut pas accepter que le gouvernement soit en train de détourner la richesse du futur du Québec pour la donner aux gens actuels puis pelleter sur le dos de la prochaine génération une dette aussi énorme. Penser que la Régie des rentes du Québec, là, la caisse va être vide en 2037. Moi, ça me préoccupe parce qu'en 2037, j'aurais pas encore pris ma retraite puis il n'y aura plus un sou à Régie des rentes, alors que toute ma vie, je vais cotiser 10, 11, 12 % de mon revenu pour avoir une pension à laquelle je n'aurai pas droit, de toute évidence. Moi, ça me préoccupe. Puis je pense que ça préoccupe bien du monde. Ça sent l'alarmisme pour moi. Je sais bien qu'on ça sent l'alarmisme peut-être parce que ça l'est. Toutes les générations dans l'histoire du Québec ont toujours laissé plus à leurs enfants que ce qu'ils avaient reçu de leurs parents. Pour la première fois, là, nos parents vont nous laisser moins que ce qu'ils ont reçu de leurs parents. Et ça, je pense que ça ne nous fait pas réagir. C'est pas une question d'idéologie, là. Il faut qu'on revire de bord. Il y a quelque chose qui ne marche pas au Québec. On peut pas dire qu'on a le meilleur modèle au monde puis qu'on est dans le bon sens puis qu'il faut continuer, là. On a autant de monde aujourd'hui dans la fonction publique qui travaille dans le système de la santé que de monde qui offre des services sur le terrain aux patients. Ça, on nie pas qu'ils puissent y avoir. Et ça, quand on est rendu là, il y a un problème. Et c'est pas les centrales syndicales qui profitent de cette obésité-là qui vont nous aider. Eux, ils continuent à faire que le système empire et s'encrasse et s'encroute et que c'est de plus en plus rigide et impossible à réformer et à changer. Pensez que les organisations là, qui interviennent le plus à la place publique au niveau politique, c'est des centrales syndicales qui reçoivent 830 millions de dollars de cotisations obligatoires de leurs membres. C'est des machines politiques redoutables. Comparé à ça, l'Institut économique de Montréal ou le Conseil du patronat, c'est des peanuts, c'est 2-3 millions de c'est des peanuts qui donnent des reçus de charité. Il faudrait toutes les éliminer, les reçus de charité. Commençons par les syndicats puis l'Institut économique de Montréal. Moi, je suis prête à faire ça n'importe quand. Faisons-le. Mais arrêtons de le dire puis arrêtons de dénoncer juste l'Institut économique de Montréal. Si vous le faites aussi pour les syndicats, pas de problème. Il faudrait le faire aussi pour les fonds de grève qui ne sont pas imposés. Puis on pourrait continuer. Il y en a plein d'aberrations dans le système pour favoriser des petits groupes à gauche et à droite. C'est ça qui est en train de nous étouffer économiquement au Québec collectivement. Mais une discussion avec les forces contraires pour aller devil is in the details, comme on dit, là, c'est toujours dans les clauses des conventions collectives, dans les clauses, qu'on peut faire avancer les choses. Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y en a des gens à gauche
que tu considères parlables et stimulants? Ah oui, c'est sûr. Écoutez, là, il y a des gens, effectivement, qui veulent une gauche... Il y en a qui appellent ça une gauche efficace. Moi, j'appelle ça une gauche peut-être plus terre-à-terre ou gros bon sens. Effectivement, il y a des gens, à gauche comme à droite, qui veulent des réformes. Mais malheureusement, on est pris dans une espèce de carcan où, au Québec, on a toujours voté entre des oui puis des non. Puis on n'a jamais fait ces débats-là qui ont eu lieu partout en Occident, ailleurs. On les a pas eu au Québec parce que nous, pendant ce temps-là, on était occupés à se promener avec un drapeau du Québec ou du Canada puis à s'engueuler entre fédéralistes et souverainistes. Mais là, il faut revenir sur la terre, il faut recommencer à débattre de ces enjeux-là. On a pris du retard. Mais si ce débat-là persiste, est-ce que c'est purement par une obsession malsaine ou s'il n'y a pas une raison fondamentale pour laquelle ce débat-là est encore là? Bien, c'est parce qu'on ne l'a pas réglé. C'est parce que la question nationale, elle est encore pendante de toute évidence. Si le Québec avait, par exemple, voté oui en 1980, lorsque René Lévesque a fait le premier référendum, bien, je pense qu'aujourd'hui, on serait bien loin de ça. Aujourd'hui, on aurait eu un débat gauche-droite, puis on aurait des partis représentés à l'Assemblée nationale. C'est pas préalable à régler ce problème-là, d'abord? Bien, écoutez, ça fait un demi-siècle qu'on se dit ça, là, puis la question aujourd'hui, s'il y aurait un référendum, on le réglerait pas plus, même si on votait demain matin. Fait que je pense que poser la question, c'est un peu y répondre, là. On va pas régler ce problème-là dans un avenir prévisible, en tout cas pas à court ou à moyen terme, peut-être à long terme. On a encore beaucoup de chemin à faire comme Québécois avant d'avoir une élection qui va se faire clairement entre la gauche et la droite. Dans le débat politique, où on a l'impression que de plus en plus, les gens vont aller s'abreuver à des sources avec lesquelles ils sont déjà d'accord. Par exemple, sur ton blog, on va voir plein de gens qui disent « à ta boy, enfin, il y a quelqu'un qui le dit ». Puis après ça, on va aller voir dans d'autres... Le blog de Jean-François Lisée qui dit le contraire. Et on ne voit que des gens qui sont d'accord. Et ça fait des gens qui se radicalisent chacun de leur côté. Et ça crée des échanges. Moi, je regarde juste ma page Facebook. Il y a des débats. J'ai plein d'amis sur Facebook qui sont des gauchistes. Puis ça se bat sur ma page Facebook. Mon blog, c'est la même chose. Puis même sur le blog de Jean-François Lisée, moi-même, des fois, je mets des commentaires. Il y a quand même un débat d'idées qui n'existait pas avant. Parce qu'avant, c'était juste entre fédéralistes et souverainistes. Puis moi, personnellement, là, si le prix à payer, c'est qu'il y ait des commentaires stupides puis radicaux sur des blogs, puis sur des Twitter, puis sur des Facebook, là, bien, je pense que moi, je suis prête à payer ce prix-là. Moi, je souhaite qu'il y ait un maximum de gens qui puissent démocratiquement s'exprimer. C'est le système démocratique. En fait, à la base même d'une démocratie, c'est ça. C'est de permettre au plus grand nombre de gens de s'exprimer sur le plus grand nombre de questions le plus souvent possible. Est-ce qu'il n'y a pas notre démocratie qui serait à moderniser? On voit le cynisme, les gens votent plus. Il n'y a pas Parce que là, on voit des gens qui s'envoient des invectives par le biais de Monsieur le Président. Et puis, c'est un cirque, là. Non, c'est clair. Une réelle modernisation à faire. Non seulement sur les décisions qu'on prend, mais sur comment on les prend. Ça, tu vois, c'est pas un débat gauche-droite. Ça, c'est un débat de démocrates. Est-ce qu'on peut améliorer nos institutions démocratiques, le fonctionnement de nos institutions démocratiques? Effectivement, c'est désuet. Moi, c'est une des raisons pour que je suis en politique. Moi, j'avais l'impression des fois là, que nos députés, c'est plus des plantes vertes que d'autres choses. Il y a très peu de gens qui décident au Parlement. Les gens réalisent pas que leur député a pratiquement plus aucun pouvoir dans le système parlementaire actuel. Puis oui, il y a besoin d'avoir une réforme, puis il y a besoin d'avoir une modernisation. Et ça, malheureusement, non plus, ce débat-là non plus n'a pas eu beaucoup d'impact et de résonance ces dernières années au Québec. Là. Plutôt que de s'ostiner sur quel dictateur serait le mieux, d'arrêter d'avoir des dictateurs, on serait en phase avec le reste de la planète. Ça serait déjà beaucoup mieux. Éric Duhem, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.